Né en 1914 à Saint-Pétersbourg, le jeune baron Nikolai Vladimirovitch Stahl von Holstein grandit dans l'imposante forteresse Tcheripol, dont son père, un proche du tsar, est vice-gouverneur. Sa mère est une artiste qui appartient à la haute bourgeoisie russe. Une enfance bientôt bouleversée par la révolution bolchevique. Une fuite en Lituanie, puis en Pologne, où ses deux parents meurent après avoir tout perdu. C'est pour lui un choc immense, un séisme qui le marquera à vie. Nicolas n'a que 8 ans lorsqu'il arrive à Bruxelles chez les Fritschero, une famille aisée qui accueille pour la Croix-Rouge des enfants réfugiés. L'atmosphère y est chaleureuse. Les petits Stahl vivent une vie mondaine et fréquentent les meilleures écoles, pratiquant toutes les activités garantes d'une bonne éducation. Son père adoptif le voit ingénieur, mais Nicolas veut être peintre. Depuis son voyage en Espagne, il n'a plus qu'une idée en tête: voyager et dessiner sur les routes. Ce sera contre la volonté de son tuteur. Août 1936, Tanger, Casablanca. Comme Delacroix, Matisse et tant d'autres peintres, il est venu se confronter à la lumière du Maroc et à la beauté de ses paysages. Nicolas sait que ce voyage est bien plus qu'un dépaysement. C'est une expérience initiatique qui va mettre sa vocation à l'épreuve. Un après-midi, le jeune homme entre dans un café de la place Djemaa El Fna à Marrakech et lance à la cantonade qu'il cherche de la terre glaise. Une jeune femme s'approche. Elle peut l'en trouver. Son visage ovale, sa silhouette longiligne lui font penser à un Gréco. Janine est fille d'un contre-amiral. Elle est belle comme aucune femme en ce monde et a un réel talent de peintre. La jeune femme est une aventurière qui parcourt le pays à dos d'âne depuis 2 ans avec son mari polonais et leur jeune fille Santek. Quelques jours ont suffi à Nicolas pour convaincre Janine de quitter son mari et partir à l'aventure avec lui. C'est un coup de foudre réciproque. Nicolas, Janine et les enfants sont maintenant installés à Paris, au Batignolles, dans un hôtel particulier à l'abandon. C'est Jeanne Bucher, une galeriste d'avant-garde, qui leur en a confié les clés. Les gosses passent leur journée au jardin et je travaille sans arrêt. On est encore tout ému d'habiter un tel palais. L'hiver est rude sous l'occupation. Il faut chaque jour répondre à la faim et au froid. Pour se chauffer, il brûle les portes, les escaliers, les planchers. Le matériel est rare aussi. Alors Nicolas peint sur des draps et Janine lui laisse le peu de peinture qu'il leur reste. Jeanne Bucher a décelé en lui l'étoffe des grands. Après l'avoir accroché aux côtés de Domela et Kandinsky, 2 maîtres de l'abstraction qu'il admire, elle lui propose une première exposition personnelle au printemps 45. Nicolas travaille d'arrache-pied. Il ne veut pas laisser passer sa chance. Nouvelle vie, nouveau lieu. 7 rue Goguet, à 2 pas du parc Montsouris et non loin de Chebrac.
Nicolas a trouvé un atelier à sa mesure, clair, immense. Débute une période de création intense, à la recherche d'une nouvelle dramaturgie de l'espace. Je veux que mon tableau soit comme un arbre, une forêt. On passe d'une brindille à un tronc. Mais il faut que tout se tienne, que tout soit en place. Toujours se réinventer, se bagarrer avec la matière qu'il travaille au couteau ou à l'être humain. La peinture l'exalte et parfois le remplit de colère. Souvent après le déjeuner, je monte à l'atelier. Alors que j'aimerais tant aller me promener, partir dans le midi ou flâner. Je me dis, y a-t-il un métier plus emmerdant que de barbouiller cette toile et n'arriver à rien? L'avenir s'éclaircit, enfin. Longtemps apatride, Nicolas vient d'être naturalisé français. Françoise a donné naissance à leur fille Laurence. Un an plus tard, à Jérôme. Françoise était quelqu'un qui lui a vraiment donné toute sa liberté, toute son intensité, qui a respecté son intensité. Et elle l'a accompagnée magnifiquement, je crois. Au moment de partir pour une virée à travers l'Italie avec Françoise et les enfants, il aperçut déjà de les accompagner. Alors on est parti 3 semaines au mois d'août. Déjà, il conduisait cette camionnette, mais il la conduisait, on va dire, assez mal. Il allait trop vite. Et cette Jeanne Paul, qui était là aussi, conduisait très bien. Donc en fait, elle lui prenait le volant. Gênes, Rome, Naples et enfin la Sicile. Le rythme des étapes s'impose par la soif de découvrir de nouveaux paysages. Palerme, Syracuse et les temples grecs de Sélinonte. Les ruines antiques d'Agrigente. Je roule en regardant beaucoup de temples, des ruines. Je ne fais rien, à part quelques croquis. La lumière du sud l'électrise et le confronte à des horizons dont il fixe à main levée les lignes essentielles. Le voyage a fait surgir des couleurs violentes qui s'étalent en larges aplats dans des toiles de plus en plus minimalistes. À force de flamber sa rétine, on finit par voir les ciels verts, la mer en rouge et le sable violet. Une liaison passionnelle s'est nouée avec Jeanne, qu'il retrouve en secret au Rébanquet, un cabanon isolé sur les hauteurs de l'Agne. Pendant plusieurs années, Françoise lui avait offert une vie de famille, une stabilité face à son intranquillité, à sa mélancolie. Nicolas se sent coupable de les avoir quittés, mais il avait besoin de retrouver le vertige de la solitude. Il lui était impossible de regarder Françoise et les enfants en pensant tout le temps à Jeanne. Nicolas de Staël vit maintenant dans le Midi. Il n'a jamais gagné autant d'argent. Il vient d'acheter une grande bâtisse sur les hauteurs de Ménère.
décelait austère et délabré, rincé par le vent et balayé par la lumière. Il me dit, bah tiens, assieds-toi, tu verras, je vais pas t'embêter. Assieds-toi là sur le tabouret. J'avais 11 ans, j'avais aucune forme. J'étais trop grande. Et je m'assieds sur le tabouret, il me fait poser 3 minutes, il me libère, et ensuite il fait ce fameux portrait. Vous vous rendez compte s'il a vu la vie comme ça, tout en transformation immédiate, tout le temps. En tant qu'enfant, j'avais très peur ou qu'il parte, ou de ne pas le retrouver, ou qu'il ne revienne pas. Quand il disait je ne reviendrai plus jamais parce qu'il était en colère, bien sûr qu'il allait revenir. François n'était pas du tout inquiète, mais moi j'en étais malade parce que je me disais c'est vrai, il ne va pas revenir. Les colères étaient trop grandes, trop fortes. Nicolas a renvoyé femme et enfants à Paris. Il vit désormais seul à Minerve. Il y a établi son atelier pour être près de Jeanne. J'ai lu 3 fois comme grand, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup connu. La première fois, je l'avais photographié dans son atelier déjà, mais l'atelier est très encombré et un sac à dos par terre qui donnait comme une impression de départ. Lui était très en dehors de la photo, très sur le bord, un peu comme très parti. C'est dans la nuit qu'il m'est venu une idée. J'ai voulu Nicolas Despages sur un mur nu. Alors je lui ai téléphoné, je suis retournée le lendemain. Et à son grand étonnement, je lui ai fait débarrasser ce mur complètement. Il y avait plein de tableaux, des grands, des immenses tableaux. Alors il s'est planqué devant ce mur nu et il m'a défié, croisant les bras. J'avais ma photo. C'est la fin de l'été. Nicolas a quitté Paris sans avoir revu ses enfants. Me voilà à Antibes. J'ai trouvé un atelier sur les remparts de la vieille ville. Un grand vaisseau de pierre avec terrasse, face à la mer. Mon adresse, Maison Ardouin, boulevard du bord de mer. Il a fermé la porte de son atelier et a pris la route pour rejoindre Paris. Au théâtre Marigny, on joue Weber et Schoenberg. Des dissonances qui font écho à sa peinture. Violon rouge, rouge, écrit-il sur le livret du concert. Revenu dans la nuit à Antibes, Nicolas s'est remis au travail. Il s'est lancé dans une immense toile de 6 mètres de long sur 4 mètres de haut. Le concert. Il étale du rouge et encore du rouge.